Bienvenue dans le débat de Télé Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La République du Congo est victime des catastrophes naturelles sans précédent. Inondations, glissements de terrain, coulées de boue, ensablement des habitations du fait des dérèglements climatiques qui, plus que jamais, représentent un véritable défi planétaire. Le dernier fait en date est l'effondrement d'une des parties de la promenade de la corniche sud de Brazzaville, juste derrière le ministère de la Défense nationale, non loin de la mairie de Brazzaville, et ce, après 72 heures de pluie sans arrêt. À ce propos, je vous propose de suivre ce reportage de Télé Congo. La nouvelle du glissement de terrain à la corniche de Brazzaville a choqué les Brazzavillois qui éprouvaient une véritable fierté pour cette infrastructure hautement touristique. Chacun passionné y est allé de son commentaire. Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a fixé les esprits sur les probables causes de l'affaissement de cette route et rassure que le gouvernement va parer au plus pressé afin que les Congolais retrouvent leurs bijoux. Dans l'urgence, effectivement, la route va être protégée pour que le glissement de terrain ne puisse pas s'aggraver. L'expertise va se faire parce qu'il faut d'abord faire l'expertise, savoir exactement comment le glissement de terrain pu se faire, que s'est-il passé, mais nous savons qu'avec une crue décennale comme celle-ci, effectivement, les balastres qui soutiennent l'ensemble de cette chaussée par ici sont restés longtemps dans l'eau. C'était des zones habituellement qui sont hors de l'eau. Et à la décrue qui commence, effectivement, il y a certains matériaux qui deviennent friables. C'est pour ça que nous avons demandé aux experts, que ce soit de la partie de la corniche construite par une société française, que ce soit cette partie-ci, que l'expertise se fasse le long de toutes les berges pour vérifier effectivement la solidité après la décrue. On devrait expertiser le long des berges pour voir la solidité des matériaux autour, parce que ces matériaux n'étaient pas supposés être dans l'eau aussi longtemps. Et donc l'expertise va se faire, la route va être consolidée. De toutes les façons, elle a été réceptionnée provisoirement pour apprécier le comportement de cette chaussée. Il s'est passé donc ces glissements de terrain. L'entreprise va se mettre à pied d'œuvre après cette expertise, conforter donc de nouveau la chaussée et réparer, réorganiser la chaussée telle qu'elle était avant. C'est des choses qui arrivent, ce sont des catastrophes naturelles, on a vu. D'ailleurs en Europe, des routes récemment construites qui ont été emportées par les eaux suite à des glissements de terrain. Donc ce sont des phénomènes naturels, de catastrophes qu'il va falloir réparer. Donc avec un peu de patience, on retrouvera de nouveau notre corniche. C'est de la responsabilité de l'entreprise. Tous les regards des Congolais sont tournés vers l'entreprise chinoise ayant exécuté les travaux de construction de cette voie afin de réparer le plus vite possible cette route. Catastrophe naturelle, érosion, à qui la faute? On en débat avec le coordonnateur technique à la délégation générale aux grands travaux, M. Oscar Otoka, qui n'est plus à présenter au public. Bonsoir, M. Otoka. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous ce soir. Et puis, juste à ses côtés, donc à ma gauche, nous avons M. Pierre Tati. Il est directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière. Bonsoir, M. Tati. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également M. Veteil Francis Bemba. Il est directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières, du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir, M. Bemba. Et merci d'être là également. Et tout juste face à eux, nous avons donc le citoyen de Brazzaville, M. Herman Koumou Olesongo. Il est là avec nous. M. Herman, est-ce que vous êtes un peu crispé? Bon, mais... Vous avez 3 représentants de l'État et vous êtes le seul citoyen. Vu les difficultés que je suis en train d'endurer dans mon quartier, je ne peux qu'être mal à l'aise. Justement, notre première question va s'adresser à vous en tant que citoyen de Brazzaville, parce que nous estimons que vous représentez la population à cette tribune, cette population qui est dans un désarroi. Ça fait plus de 4 ans que moi, personnellement, avec ceux qui sont avec moi dans le quartier, Ngamakoso notamment,
Nous sommes en train de vivre un mauvais voisinage avec l'érosion de Ngamakosso. Ah, vous habitez à Ngamakosso? Bien sûr, je suis pratiquement à Liboulou, où quand je me réveille le matin, il faudrait que je voie l'érosion. Quand je rentre le soir, il faut que je voie l'érosion avec ma famille et tous ceux qui sont dans le quartier. Finalement, on dirait même que nous vivons au quotidien un véritable désastre. Mais je ne veux pas m'arrêter à Ngamakosso. À Moumi, par exemple, je vous dis que ce sont de véritables calamités. Aussi partout dans toute la ville capitale qui n'est autre que Brazzaville. Donc la population est en train d'en pâtir grandement. Pourquoi? Parce que les écoles pour ces quartiers que je viens de citer ne fonctionnent plus. Les quartiers sont emportés par l'ensablement. Par rapport à cela, au regard de toutes ces difficultés, qu'est-ce que moi je peux exprimer sinon que la désolation? La désolation, vous avez cité les quartiers de Brazzaville, mais il y a l'arrière-pays également, avec des inondations. Dans la continuité, je dirais que c'est tout le pays qui est en difficulté. J'ai en moi un sentiment d'abandon. On se demande où sont les pouvoirs publics. Vous l'avez dit, hein, où sont les pouvoirs publics? Justement, nous allons nous tourner vers M. Oscar Otoka. Il est coordonnateur technique à la délégation générale aux grands travaux. M. Otoka, vous avez suivi le cri de cœur de la population. Apparemment, cette population semble rejeter la responsabilité à l'État. Merci madame. On parle bien de catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle est une calamité, pas forcément de par la faute de l'homme. Tout le monde entier vit cette calamité, surtout cette année. On suit tous les médias, en Europe, en France, effondrement des ponts, en Italie, à Dubaï, en Israël, au Gabon, Lambaréné a été inondé. Au Cameroun, il y a eu glissement de terrain qui a enseveli tout un village. Au Kenya, glissement de terrain d'une digue de barrage qui a causé plus de 80 morts. Le Congo devrait-il être épargné? Oui et non. Malheureusement, les choses nous ont rattrapés. On est frappé par une calamité naturelle due essentiellement à la pluviométrie cette année. Il y a des inondations, pour ne pas commencer par là, charité bien ordonnée, en tant qu'élu de Mosaka. Il y a bien sûr effondrement de l'ouvrage de la corniche dont nous déplorons tous. Monsieur Otoka, vous parlez de catastrophe naturelle, un phénomène qui se vit à travers le monde, c'est vrai. Nous voyons tous les informations, nous regardons sur Internet, nous voyons comment la situation elle est planétaire. Mais les Congolais semblent ne pas épouser cette thèse de catastrophe naturelle, parce qu'une opinion perçue à travers les réseaux sociaux attribuerait l'effondrement notamment de la corniche sud de Brazzaville à une culture de pourcentage. C'est-à-dire, ils vous reprochent d'exiger une contrepartie financière à ces entreprises qui, au finish, ne font pas bien le travail. C'est-à-dire que leur enveloppe étant diminuée, des travaux, finalement, ne sont pas réalisés selon les règles de l'art. Madame, cet avis est complètement erroné et subjectif. Parce que quand on voit le processus d'attribution des marchés, il est d'abord par appel d'offres. Donc une entreprise, du coup, ne peut pas rajouter des sommes pour distribuer à quiconque. Sinon, elle va tout de suite perdre le marché parce qu'elle ne sera pas la moins disante. Ensuite, il faut voir la structure de l'équipe de pilotage d'un projet. Un projet, il y a plusieurs entités. Il y a le maître d'ouvrage, il y a le bureau d'études, il y a le bureau de contrôle, ou appelé ingénieur conseil, et il y a l'entreprise. Donc il s'agit de 4 acteurs. Et la procédure de facturation se fait par attachement, c'est-à-dire, attachement, ça vient du mot tâche. La tâche exécutée, c'est ça qui est payé. Et la tâche exécutée, elle est prise contradictoirement entre toutes les parties et signée. Ça veut dire que s'il y a corruption, il faut que toutes ces parties-là s'entendent. Et en ce qui concerne la corniche, le bureau d'études a été Aegis, un cabinet français. Aegis est une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation française. Donc, autrement dit, c'est l'État congolais. Le maître d'ouvrage, c'est l'État français. L'État français. Le maître d'ouvrage, c'est la délégation générale de grands travaux, qui est une administration congolaise. C'est le Congo.
L'entreprise CRBC est une entreprise d'État chinoise. Et l'ingénieur conseil a été constitué d'un groupement de 2 sociétés. CETEC International, qui est une société française spécialisée beaucoup plus dans les grands ouvrages à haubans. Ils ont conçu et contrôlé le pont de Normandie en France, le viaduc de Millau en France, et SGI, qui est un cabinet spécialisé dans le contrôle des infrastructures de bâtiments et travaux publics. Donc, pour qu'il y ait corruption, il faut que toutes ces parties se mettent ensemble. Vous voyez là, on indexe la France, à travers Régis, qui est une société française, d'État française, on indexe China State, c'est-à-dire l'État chinois. Vous voyez que ce sont des choses qui ne peuvent pas être possibles. Monsieur Otoka, tout à l'heure, nous avons suivi Monsieur Ole Songokumu, le citoyen. Le Congo est victime également des érosions. À Brazzaville, en tout cas, tout le monde est entouré des érosions. Qu'est-ce que vous faites pour justement répondre aux doléances de ces populations qui sont en détresse? Il y a aussi les inondations qui frappent également durement notre pays. Les érosions, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, en Kayi, à Gamboma, ne sont pas un fait d'aujourd'hui. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est traiter les pointes d'érosion. Mais le phénomène lui-même, il est dû à l'occupation anarchique de nos terres. Pas aux ouvrages abandonnés, comme à Makabandilou par exemple. Certainement, la liste n'est pas exhaustive. Justement, la liste des érosions, des pointes d'érosion qui sont en cours de traitement n'est pas exhaustive. Mais ce que j'ai espoir, c'est que quand j'ai suivi le discours du président en fin d'année, le président a bien dit que le Congo sortait peu à peu de sa récession économique et que les équilibres macroéconomiques tendaient à être équilibrés. Ce qui veut dire que le Congo va reprendre avec son programme d'investissement de grands travaux. Et tous les chantiers qui sont arrêtés de par la conjoncture seront relancés. Il n'y a pas que Brazzaville, il y a des routes entières. Bunji-Evo arrêté, Loudima-Sibiti arrêté, la ligne qui doit alimenter les usines de Maluku arrêtée. Et tout ça, avec la conjoncture économique qui s'améliore, on espère que le Congo va pouvoir se relancer pour prendre en considération tous ces aspects du problème. Je me tourne du côté de M. Bimba. Ce problème qui fait la une de notre actualité nationale, les catastrophes naturelles, les érosions notamment, concernent de plus près le ministère des Affaires foncières dont vous assumez la direction du cabinet, M. Bimba. Merci Madame Bibiane. Je crois que lorsqu'on aborde cette question de catastrophes naturelles, d'érosion, et lorsqu'on essaie d'établir les responsabilités, on est plus ou moins dans le contexte de la fable de La Fontaine où naturellement les animaux malades de la peste pensent que pour conjurer le mauvais sort, eh bien, il faut une victime expiatoire. Je pense que la question elle est d'importance et les responsabilités tout aussi complexes. Je pense, après avoir suivi le citoyen Landa ici à ma droite, le problème posé ici c'est celui de savoir de quelle façon on devrait pouvoir faire face à ce phénomène d'ampleur mondiale. Et lorsque nous regardons un peu la situation telle qu'elle se présente sur la terre congolaise, on peut dire, sans que le gouvernement soit totalement exonéré de toutes ses responsabilités, que le gouvernement a beaucoup fait pour stabiliser la question. Je parlerai ici, déjà à partir de 2001, d'un certain nombre de décisions qui ont été prises pour pouvoir stabiliser des zones qui sont réputées inconstructibles au moyen de 2 décrets de mise en défense qui concernaient la ville de Pointe-Noire et la ville de Brazzaville. Et pour illustrer le fait, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne Pointe-Noire par exemple, vous avez la bande littorale de Matombi qui est soumise à une forte érosion et qui, du fait de l'occupation anarchique de certains terriens et de certains occupants, eh bien, se retrouver avec le couvert végétal complètement décapé, ce qui a précipité le transport des sédiments vers la mer et donc l'accélération de l'érosion. Ce qu'on a pu faire à cette époque, eh bien, c'était le déguerpissement. Ce n'est pas une mesure impopulaire, quoique d'aucuns
les considérer comme étant le fait du prince. Évidemment, le déguerpissement, il faut en parler. Parce que bien sûr, lorsqu'on déguerpit, mais c'est pour faire quoi après de ces populations qui sont en détresse? Il faut déjà dire que pour ce qui concerne la bande littorale de Matombi, c'est une zone sensible. Si l'État n'avait pas fait partir les populations, de toutes les façons, elles seraient parties d'elles-mêmes du fait des eaux. Et pour nous permettre de consolider l'ouvrage qui est la route nationale numéro 5 avec le pont du Bakwilou, qui est un ouvrage d'art impressionnant, qui a coûté cher à l'État congolais, eh bien, il fallait faire partir toutes ces populations. Cela fut fait. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur la baie de Matombi, eh bien, vous verrez que la nature a repris ses droits et que tout naturellement, l'édifice a été consolidé. L'édifice a été consolidé. Je reviendrai à vous dans quelques minutes, mais je me tourne tout juste à ma gauche, du côté de M. Tati Pierre. Il est directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière. Alors, pourquoi ces catastrophes naturelles maintenant? On l'a dit, c'est sans précédent, c'est-à-dire que c'est étonnant ce que l'on vit aujourd'hui en termes de dérèglement climatique. Merci madame. Effectivement, c'est le mot que j'ai noté dans votre propos liminaire. Vous avez dit que c'est des événements sans précédent qui arrivent à notre pays. Effectivement, sans précédent. Pourquoi? Parce que, vous savez, il a toujours plu chez nous. Nous sommes un pays tropical, il pleut naturellement depuis toujours. Et à l'occasion des pluies, on pouvait enregistrer quelques dégâts collatéraux, mais qui n'avaient pas la même ampleur qu'aujourd'hui, comme on le constate sur ces dernières années. Donc ici, ce que nous incriminons, c'est l'ampleur de ces événements-là et les dégâts qu'ils ont causés. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le nord, dans les 3 départements du nord du pays. Nous avons vu ce qui se passe dans les quartiers de Brazzaville, quartier nord, quartier sud, en termes d'érosion, d'ensablement, coulée de boue, etc. Et nous avons vu tout récemment ce qui s'est passé donc, sur la corniche. Et l'émotion que cela a suscité nous a tous interpellés pour dire mais il y a forcément un problème. Mais en réalité, après l'émotion, il faut revenir sur terre et regarder la réalité en face, faire les bonnes analyses pour que les préconisations de demain soient les plus durables possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi cette ampleur? Vous savez qu'avant la révolution industrielle, le monde était situé à un certain niveau de température. Mais depuis l'ère industrielle, du fait des activités de l'homme, donc notamment à travers les industries qui ont été installées, pour tout dire l'économie brune, comme on dit, c'est-à-dire l'économie émettrice, toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre. À ce jour, nous sommes passés, donc c'est-à-dire que la température que nous avons à l'ère pré-industrielle a gagné 1 point, donc 1 degré. Or, les experts s'accordent à dire que rien qu'avec 0,5 degrés de plus, on arrive à multiplier l'ampleur de ces événements-là, notamment les canicules, les précipitations, etc. Mais là, nous sommes à 1 degré. Les mêmes experts s'accordent à dire que si rien n'est fait, si nous continuons à agir tel que nous agissons, mais d'ici la fin du siècle, on va arriver à 4-5 degrés de plus par rapport à la température de l'ère industrielle. Or, si rien n'est fait, j'aimerais en venir là. Oui. Quelles sont justement les alternatives que proposerait le ministère de l'économie forestière pour contrer cette menace écologique? Bon, au niveau global, je parle d'abord au niveau global, oui, c'est-à-dire, puisque quand je dis si rien n'est fait, c'est au niveau global, parce que le changement climatique est un phénomène mondial. Il n'est pas propre au Congo. Alors, si au niveau mondial rien n'est fait, bien évidemment, on arrivera à une élévation de l'ordre de 4 à 5 degrés de plus. Ben, vous avez dû entendre parler de l'accord de Paris, donc, qui a été signé à Paris, je crois, en 2015, à l'issue de la COP 21, où il a été demandé à tous les pays de s'engager pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, nous avons 200 pays engagés dans cette dynamique, mais on en risque encore quelques tergiversations. Donc, si on en reste là, même si ces 200 pays venaient à remplir dans une certaine mesure leurs engagements, il faudra s'attendre à ce que les 2 degrés ou 1,5 espérés dans le cadre de l'accord de Paris seront forcément dépassés. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à ce que les choses ne soient plus comme avant. Donc si jusque-là nous étions en train d'élaborer des projets en se référant aux données climatiques de l'époque, il va falloir donc revoir tout ça. Et comment justement les choses devraient se produire? Parce par exemple, il faudrait bien trouver des alternatives. Exactement. Faire? Voyons, en matière de changement climatique, on parle d'atténuation,
on parle d'adaptation. Il va falloir donc s'engager à développer beaucoup de projets d'atténuation. Par exemple, des grands programmes de reboisement, tels que d'ailleurs l'a rappelé le chef de l'État dans son discours dernièrement, de fin d'année, le discours à la nation. Il va falloir que nous sortions des symboles pour aller plus loin, que nous plantions, que tous les citoyens, que les institutions s'engagent dans cette dynamique de planter les arbres là où le sol a été dénudé, là où il se pose des problèmes d'érosion. Il va falloir planter pour stabiliser les sols, mettre des couverts végétaux et empêcher des ruissellements trop importants et qui occasionnent donc le transfert de sédiments en aval. Monsieur Pierre Tati, c'est ici l'occasion, je pense, de saluer la grandeur de la vision du chef de l'État qui, depuis de très longues années, avait déjà perçu de très loin cette menace écologique, avec plusieurs initiatives dont il est l'auteur. Nous nous souvenons de la journée de l'arbre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Absolument, parce que c'est à féliciter vraiment cette vision qui remonte au milieu des années 80, notamment avec l'institution de la Journée nationale de l'arbre, qui à l'époque était célébrée le 6 mars, ramenée au 6 novembre, mais c'est toujours la même journée. Et il y a une autre initiative, par exemple, le lancement du programme national d'afforestation et de reboisement en 2011. Donc tout ça, c'est des initiatives qui concourent à permettre à notre pays de participer activement à la lutte contre ces phénomènes. Notre territoire est couvert à 65% de forêt. C'est vraiment une chance, c'est un bonheur, c'est quelque chose que nous devons gérer précisément. Mais il se trouve qu'il y a des citoyens, pour certaines raisons, se mettent à détruire des pans de forêt, donc à mettre à nu le sol, et c'est ça qui crée des érosions, surtout dans les zones où le relief est accidenté. On a parlé, par exemple, Brazzaville-Nord, où on a eu à détruire la forêt pour implanter les maisons d'habitation, et le résultat est là. Il y a aussi que les constructions, aujourd'hui, des maisons d'habitation se font parfois sans un arbre. Dans toute la parcelle, on ne voit que des pavés. Oui, mais malheureusement, nous en payons le prix, justement. Donc tout le monde a opté pour le pavage des parcelles. Et peut-être que mon ami des affaires foncières va développer la question tout à l'heure, parce que je pense qu'ils ont un projet dans ce sens. Évidemment. Mais ce n'est pas des bonnes pratiques, parce que là où il y a l'homme, on a besoin d'avoir quand même une présence végétale, si je peux me permettre, hein, même en termes de tapis herbacés, en termes d'arbres, en termes d'arbustes, etc., etc. Monsieur Bemba, quelle alternative pour les érosions? Pour faire que le phénomène d'érosion soit contenu dans la loi, notamment la loi 21/2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, en son article 42, effectivement, il y a, si vous voulez, un éventail des critères qui sont considérés comme étant ceux qui ne permettent pas l'implantation humaine, donc dans le cadre de l'habitat. Il s'agit par exemple des terrains qui ont une pente de plus de 5%, et notamment les terrains marécageux, et il y a plusieurs sites comme ça. Et très rapidement, pour illustrer le fait, parce que nous sommes à la fois, en termes d'action, en train d'engager une bataille pour la prévention à travers la loi, mais aussi une action répressive sur le terrain, et donc cela se manifeste à travers les différentes sorties du ministre Pierre Mabiala, qui pour le compte du gouvernement a donc la responsabilité de remettre de l'ordre chaque fois que cela est nécessaire. Et donc là, je voudrais vous prendre un cas précis. Vous avez par exemple le viaduc, le quartier qu'on appelle Ipomanianga. J'ai souvenance que le 2 janvier 2017, nous avons suivi à la télévision. Nous avons été sur cette montagne qui est à structure meuble et donc qui a une pente en plus accélérée, qui favorise l'écoulement rapide des eaux. Mais sur ce terrain, vous avez plusieurs risques, dont celui de l'écroulement de tout le pan de la montagne, mais aussi véritablement le risque de destruction du viaduc qui peut, du fait même de l'action humaine, connaître un tassement. Donc nous avons essayé de faire tout cela. Les exemples sont légion. Je pourrais revenir même pour ce qui concerne les inondations à la zone qui abrite aujourd'hui le gymnase Nicole-Ouba, le viaduc d'un côté et de l'autre vous avez l'échangeur. Et donc à cet endroit vous avez un propriétaire terrien qui s'est improvisé tel et qui s'est mis à vendre des terrains dans l'eau. C'est un certain monsieur Mouloki, le nom n'est pas à cacher puisqu'il a été jugé condamné. Et pour ce fait, nous avons été simplement surpris que par on ne sait quel tour de passe-passe magique, finalement les populations s'y sont établies. Mais si vous y arrivez aujourd'hui, en dépit de toute la pédagogie faite par le gouvernement
eh bien vous allez retrouver que les gens y ont les pieds dans l'eau. Et donc il y a plusieurs exemples comme ça qui... Il y a plusieurs exemples, oui. C'est vrai, nous avons vu à l'œuvre l'émission Les Fonciers. On fait écho. Voilà, l'émission, c'est une émission connue par tous les citoyens, mais il y a quand même un petit souci, je sens un certain laxisme du côté de votre département. Parce que l'on vous voit, c'est vrai, sur le terrain pour faire de la pédagogie, mais également aussi parfois pour sanctionner, sévir. Mais en ce qui concerne la veille, nous voulons bien vous voir aussi à l'œuvre pour prévenir un peu ces occupations anarchiques. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement, à travers le ministre Mabiala, n'est pas à l'œuvre. Je crois que nous ne faisons que ça au sein du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Nous avons engagé une croisade. Il faut l'avouer, aujourd'hui nous avons affaire à des citoyens qui, pour certains, sont dans la résistance, ils sont récalcitrants. Et à bien voir le chantier tel qu'il est engagé sur tout le territoire national. Et il est difficile en pareille circonstance, on dit qu'il trop embrasse mal étreint, mais nous nous efforçons de bien étreindre en faisant en sorte que tous ceux qui sont en faute soient tout simplement dégagés. On ne peut pas être plus visible que ce que nous faisons, à moins d'avoir des moyens plus coercitifs, peut-être mettre l'armée ou, je ne sais pas, la police sur le terrain, mais nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est de prêcher d'abord par la pédagogie et ensuite d'arriver à contenir l'ensemble de ces phénomènes par des dispositifs bien précis. Par exemple, lorsque vous avez des gens qui s'établissent sur des quartiers qu'on considère comme étant des quartiers spontanés, mais ils le font au détriment de tous les acquéreurs qui ne sont que des personnes plus ou moins naïves. Et les occupations sur les ponts, sur les montagnes, sur des terrains qui sont impropres à la construction, se font alors que toutes les mesures sont prises pour arrêter cela. En temps normal, pour qu'un terrain soit régulièrement loti, il aurait fallu la mise en place de ce qu'on appelle la commission technique d'urbanisme qui s'occupe des questions de projection de lotissement et d'implantation de lotissement. À l'intérieur, vous avez toutes les administrations, la mairie, le cadastre, l'urbanisme y compris. Et ce n'est qu'au sortir de cette commission qu'on peut réellement considérer un lotissement comme étant valide. Nous allons vous reprendre tout à l'heure. Alors, des réalités qui ne sont pas toujours perçues comme telles par les populations congolaises. Monsieur Herman Olesson. Madame, je vous rappelle qu'on n'est pas venu faire ici de la plaisanterie, ni du tourisme. Mais vous savez, je vais commencer ici avec la corniche, parce que je viens de suivre avec attention mes co-débatteurs qui ont donné certaines raisons. Mais quand on observe l'affaissement d'une partie du trottoir de la corniche, on se rend compte que ça a été apparemment construite, cette partie, sans matériaux durables. C'est l'appréciation de l'homme du commun de mortel. Et moi, finalement, quand j'ai été, c'est ce que j'ai constaté. Vous étiez sur le terrain? Si, mais parce que la corniche est un repère attractif pour la population. Hier, on se permettait de pouvoir y aller pour faire drainer les enfants dans le cadre de cette distraction. Aussi, il faut ajouter ce que vient d'évoquer le DIRCAB, qu'il me permette, que je l'appellerai le foncier. L'occupation anarchique. Mais pourquoi ces populations occupent anarchiquement les terrains? Si l'État n'est pas complice, pourtant nous savions, il y a ce qu'on appelle par la force de la loi. L'État a une vision. L'État s'impose la puissance publique. Mais si nous nous permettons à occuper anarchiquement ces terrains, c'est parce qu'il y a un laisser-aller. Là encore, il a parlé de la montagne de Ngamakoso. Bien sûr. Mais pourquoi les gens sont toujours là? Mais s'ils sont là, quelles sont les mesures d'accompagnement? La ceinture maraîchère de Talangaï, qui est en train d'être dégradée malheureusement. Donc, madame, permettez, je voulais dire simplement que nous sommes désemparés. Parce que, je vous dis, j'ai l'émotion, la population doit sentir la présence de l'État. Monsieur le citoyen de Brazzaville, monsieur Herman Olesson. Je suis dans l'eau avec les autres. Tout à fait. Nous sommes dans l'eau. On a compris votre émotion. Alors, venez, je vois là. Et tout de suite, je me tourne vers le coordonnateur technique à la délégation générale aux grands travaux, monsieur Oscar Otoka. Vous voyez justement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, cette opinion qui affirme que
le soubassement de cette corniche, sinon de cette partie endommagée de la promenade de la corniche sud de Brazzaville, n'était pas constitué de matériaux solides ou durables. Il n'y aurait que de la poussière, dit-on, il n'y aurait pas de fer. Que dites-vous à propos? Eh bien, madame, il n'en est pas ainsi. Il faut qu'on explique d'abord techniquement qu'est-ce qui s'est passé à la promenade de Brazzaville. Alors, donc il faut que les Congolais comprennent bien qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène technique qui a causé l'effondrement de la promenade de Brazzaville. Malheureusement, on n'a pas pu trouver une image en 3 dimensions pour que le commun des Congolais puisse comprendre. Donc, il s'agit ici du profil en travers type où l'ouvrage, où l'effondrement s'est passé. Cette ligne représente la plateforme de la chaussée. La chaussée est une partie en déblai et une partie en remblai. C'est-à-dire ici, on a enlevé de la terre, ici, on en a rajouté pour créer une chaussée plate. Au-dessus, nous avons donc l'immeuble du ministère de la Défense. Et ce remblai est soutenu par un mur de soutènement qui est fondé, son radis est fondé sur des colonnes balastrées. Donc ce remblai est exposé du côté des eaux. Le dimensionnement de cette structure avait tenu compte de la cote des eaux que le Congo n'a jamais vécue depuis 100 ans. Il s'avère que cette inondation-ci a dépassé cette cote de 2 mètres. Et en dépassant de 2 mètres, les eaux ont inondé ce remblai. Tout ouvrage, partout au monde, vit un tassement, c'est-à-dire un affaissement. Tout ouvrage. Le tassement est dangereux dans 2 cas. Premièrement, quand il dépasse la valeur admissible. Et deuxièmement, il est dangereux quand il est différentiel, c'est-à-dire quand une partie de l'ouvrage tasse et l'autre reste ou tasse moins. À ce moment, automatiquement, il y a fissuration de l'ouvrage. On vit constamment les tassements différentiels au remblai contigu au pont. Parce que le pont, le remblai, c'est un remblai, c'est de la terre qui tasse et on monte sur le tablier qui est un ouvrage en béton, donc 2 matériaux différents, souvent, ça incommode même les passagers. Donc, ce qui a causé ici, c'est que la partie en déblai n'a pas suivi le tassement de la partie en remblai. Et le tassement de la partie en remblai a été accéléré par la montée des eaux, la crue et la décrue. Ce qui a fait que ça a créé une fissure longitudinale à l'interface entre la partie en remblai et la partie en déblai. Donc une partie a tassé plus que l'autre. Si tout s'était tassé au même moment, il n'y aurait pas de problème. Une partie a tassé et une partie est restée stable. Le tassement ici a été accéléré essentiellement par l'eau. Ce qui fait que la pluie d'une intensité exceptionnelle et qui a duré 72 heures a créé des infiltrations sur la fissure qui s'est produite. Et avec la force hydrostatique, le remblai a été emporté, créant un glissement qui a cisaillé les colonnes balastrées. C'est-à-dire le remblai qui est ici est sorti et ce qui a créé l'effondrement de la partie en remblai de la route. Monsieur Otoka, vous nous affirmez dans votre propos que des études avaient été menées sur ce terrain avant de réaliser cet ouvrage. Oui, c'est ce que... Des études... C'est ce que j'ai dit, madame, oui. que les études ont tenu compte de l'inondation que le Congo n'avait jamais vécue depuis 100 ans, en 1961. 61, ouais. Voilà. Et cette inondation a dépassé de 2 mètres, l'inondation de 61. Et c'est ça ce qui a provoqué le tassement précipité de ce remblai et a créé donc une fissuration entre la zone de déblai et la zone de remblai, entraînant le glissement de terrain et partant un grand glissement qui a emporté donc tout le mur de soutènement. Monsieur Otoka, et si le problème venait du côté des entreprises, notamment des Chinois, ne le cachons pas, une opinion met en doute cette expertise chinoise. La Chine, c'est un grand pays à respecter. Il faut savoir qu'au début de nos indépendances, nous avons quasiment le même PIB. Et aujourd'hui, la Chine est comparable aux plus grandes puissances de cette planète.
c'est un exemple à suivre. Voulant suivre ce modèle, nous avons conclu un partenariat avec la Chine qui nous a aidé à financer un certain nombre de projets. Et dans tous les projets financés, nous avons associé comme ingénieurs conseil essentiellement les cabinets occidentaux. Exemple, ici, le cabinet conseil, c'est un cabinet français. Nous avons construit le barrage d'Imboulou avec un cabinet allemand Fischner. Nous avons construit Pointe-Noire-Brazzaville avec le cabinet Aegis comme ingénieur conseil. Nous avons construit le tronçon Ouando-Makwa-Mambili avec le cabinet allemand Goff. Nous avons construit la route Bounji, frontière Gabon, avec le cabinet allemand Fischner. Nous avons construit les bâtiments, les aérogares, avec le cabinet français Socotec. Donc, la question qu'on peut se poser, si cela est le cas, où étaient ces cabinets conseils quand les Chinois faisaient du désordre? Donc, vous voyez que la question, elle n'est pas là. La question est que c'est une catastrophe naturelle qui est arrivée et toutes les parties, que ce soit entreprises, administration que nous représentons, bureau d'études, bureau de contrôle, s'il y a une responsabilité, nous sommes tous responsables et non d'inculper les Chinois. Je veux atterrir en disant ceci, madame. Allez-y. N'acceptons pas que le Congo soit un terrain de jeu pour une guerre commerciale ou économique. Nous n'accepterons pas ça. Et de même, aux politiciens, la catastrophe ne constitue pas une plateforme pour régler nos différends politiques. Que les politiciens règlent leurs problèmes dans les états-majors de partis politiques. N'ayons pas la mémoire courte. Tout à fait. Que n'eût été la structure érigée par les Chinois dans les bâtiments, les logements de Mpila, tout le quartier derrière l'immeuble Ebina serait dévasté. Nous avions suivi les émissions Aménagement du territoire, l'alerte donnée par M. Chiquier, qui est donc responsable donc, du contrôle au niveau de cet ouvrage de la Corniche, mais qui parlait déjà des maraîchers qui exerçaient une activité agricole près donc, de cette corniche et que cela constituait un danger pour cet ouvrage. Est-ce que cette menace avait été prise au sérieux? Effectivement, M. Chiquet, dans une émission Territoire et Aménagement, accompagné par M. Omani, chef de département infrastructure de transport à la délégation générale de grands travaux, attirait déjà l'attention sur le danger que courait la corniche. La corniche est permanemment exposée à un glissement de terrain si nous continuons à l'exploiter tel que nous l'exploitons. De même, le viaduc nord, menacé par l'ensablement, pourrait aussi créer une surprise si nous ne prenons pas les précautions. Le viaduc serait également en danger. De quoi il en retourne? Parce que si demain, ce bijou également arrivait à s'écrouler comme cette partie de la promenade de la Corniche, je pense que le peuple ne vous suivra plus. Le viaduc nord est menacé d'ensablement. Et le sable provient essentiellement des collines de Ngamakoso, oui, qui vont ensevelir le sous-bassement du viaduc, en fait le tirant d'air, et l'ouvrage en lui-même, c'est-à-dire le tablier du pont, va constituer un barrage à l'eau. Et la force hydrostatique va peser tangentiellement sur le pont qui risque un basculement. Ah oui. Et alors, que dites-vous justement à ces populations? C'est-à-dire ces populations qui sont accrochées sur les collines de Ngamakoso sont un problème pour le viaduc de Kintélé. De Kintélé. Voilà, je me retourne encore du côté de M. Koumou Olesongo, Herman. Vous êtes citoyen de Brazzaville. Nous vous suivons, vous vous présentez en une posture de victime, alors que nous savons très bien souvent que lorsque nous faisons nos choix d'installation ou de construction, nous n'obtenons pas toujours le quitus de l'État, qui souvent fait le médecin après la mort. Nous sommes dans un État de droit, un État où effectivement les libertés fondamentales sont garanties. Nous ne sommes pas dans un État néopatrimonial, où tout est permis. Alors, étant citoyen, vivant dans les conditions dramatiques aujourd'hui, je me dis, oui, on va certainement me dire que j'ai occupé anarchiquement l'espace public. Mais j'ai besoin qu'on réponde, malgré la bêtise humaine que j'ai eu à commettre, qu'on puisse venir m'assister aujourd'hui. Il s'agit de ça, parce qu'on nous suit par le public. Aujourd'hui, je suis dans l'eau.
Je suis dans l'ensablement. Les enfants ne vont plus à l'école. Les retraités sont abandonnés à eux-mêmes parce que la maison qu'il a eu à construire durant 30 ans, il ne peut plus y demeurer parce qu'elle est partie. Mais oui, madame, quel est l'espoir suscité par des pouvoirs publics puisqu'ils sont présents? Je ne les sens pas. Ils doivent me dire, je comprends que j'ai péché. Ce qui devrait être corrigé demain, forcément. Parce qu'on ne doit plus revenir sur les mêmes choses. Nous, je dirais moi, puisque je parle au nom du citoyen, on en a marre de ce qui est dit tous les jours. Oui, l'occupation anarchique. Mais qu'est-ce qui est proposé urgemment pendant que je vis dans cette difficulté que je n'y vive plus? Je ne sens rien et j'espère qu'au sortir d'ici, les mesures fortes seront prises pour que ceux qui sont en train de souffrir puissent y sortir de cette difficulté. Certainement, c'est une galère qui est considérée comme de l'épiphénomène. Mais je dirais que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas un épiphénomène. C'est un phénomène dur. Et on a besoin de l'assistance des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, que moi j'appellerais par la puissance publique, on ne la sent pas, cette puissance publique. Monsieur, mais nous devrions évoluer. On ne doit pas continuer à être un État vernisé par le néo-patrimonialisme. Non. Le président de la République, je disais, a une mission. oui. Nous l'avions voté à plus de 70%. Mais l'administration de travail qui devrait être autour de lui, mais on se rend compte que ce n'est pas une administration de travail, madame, permettez que je le dise. Lui, il a besoin des résultats. Lui, il a besoin, je ne serai pas peut-être le défenseur du président Sassou, mais lui, il a besoin de faire un autre mandat. Ça doit être défendu. Mais ça ne sera pas défendu par des mensonges. Monsieur Koumou, c'est vrai, votre message est entendu. Nous allons donner l'occasion justement à Monsieur Otoka de vous donner la réponse. Mais pour terminer, rapidement, je me tourne du côté de Monsieur Bemba en quelques mots. Alors, que faut-il faire pour construire finalement à Brazzaville et être à l'abri de tous ces phénomènes que nous décrions? Merci madame, j'espère avoir le même temps de parole que les autres. Parce que il faut que j'aille. Je comprends qu'il y a des contraintes. Nous aurons d'autres occasions. On aura d'autres occasions, mais il y a déjà des choses qu'il faut tout de suite corriger. Parce que moi je pense qu'il ne faut pas avoir une vue simpliste de ce qui arrive. Il ne faut pas penser que toutes les calamités qui nous arrivent nous viennent uniquement de l'occupation anarchique. Non. Nous avons un problème, c'est d'abord la gestion des eaux qui sont donc issus des pluies, le drainage des eaux urbaines. C'est un problème à régler. Donc l'occupation anarchique, c'est un facteur, mais il y a bien d'autres facteurs. Il ne faut pas faire preuve de cécité devant une réalité si crue. Parce que si tout le monde était parfaitement aligné, alors il se poserait toujours le problème des eaux, parce qu'il faut bien les canaliser. Et ça, si on élude cela, je crois qu'on passe à côté de la plaque. Il faut bien tenir en compte le fait qu'effectivement, l'occupation anarchique est un fait, mais un fait imputable à 3 catégories de personnes. L'État, qui ne sera pas exonéré, c'est vrai, mais beaucoup plus les terriens qui vendent illégalement, dans la nuit, mais aussi les acquéreurs des parcelles de terrain qui sont des Congolais, qui sont censés savoir qu'à tel endroit, on ne peut pas acheter parce que cet endroit n'est pas propre à recevoir une habitation, n'est pas aux normes. Donc, il y a cela. Maintenant, lorsqu'on parle des voies de sortie, vous faites bien de poser la question, mais il y en a plusieurs. Je vous ferai part ici de l'expérience de l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains. En quelques lignes. Qui pense et qui a élaboré un projet qui est en cours de maturité, mais qui est déjà presque mûr, qui pense que l'aménagement foncier est la solution à l'ensemble des catastrophes que nous vivons. Il faut aménager préalablement. On ne peut pas occuper des terres, y construire sans les avoir aménagées préalablement. Et au nombre des solutions, l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains, on a les capacités. Les exemples, un exemple, vous en avez déjà à Amphilou, en face de l'hôpital. Vous avez là un projet pilote qui prouve que cet établissement public a du potentiel et peut très bien aménager comme on le souhaite. Alors, je voudrais dire que l'Agence foncière pour l'aménagement de terrain pense qu'étant donné que nous n'avons pas un réseau d'égouts capable d'absorber toutes les eaux qui viennent des pluies, eh bien, il y a la possibilité, dans le cadre de la résilience, de faire en sorte que toutes ces eaux soient
enfoui dans chaque parcelle au moyen de ce qu'on appelle un puits perdu. Un puits perdu. Merci, Monsieur Bemba, mais je me tourne du côté de Monsieur Pierre Tati. Il est du ministère de l'économie forestière. Monsieur Bemba nous parle des puits perdus. Mais j'avoue qu'il faudrait encore là que des citoyens aient des moyens financiers qui leur permettraient justement de réaliser ces puits perdus au niveau de leurs habitations. Comme il a rappelé, hein, il a dit que c'est un projet qui entre dans le cadre de la résilience au changement climatique. Oui. Parce qu'on est tous conscients que tout ce que nous vivons concernant les érosions, les glissements de terrain, les ensablements, etc., tout ça est lié à l'eau. Donc il faut gérer l'eau en amont, notamment au niveau des bassins, ce qu'on appelle des bassins de réception. Pour que la question au niveau aval, c'est-à-dire au niveau du chenal d'écoulement et au niveau du compte de déjection là-bas, les problèmes soient réglés, il faut agir en amont. Donc c'est l'une des solutions, mais aussi pour ce qui concerne le département dont nous avons la charge, c'est l'économie forestière, s'appuyant donc sur la task force qui a été mise en place pour régler cette question d'érosion qui devient très préoccupante pour notre pays, nous envisageons de faire des plantings d'arbres à titre préventif, donc indépendamment de tout ce qui peut être fait comme ouvrage hydraulique dans le cadre des aménagements au niveau de ces sites d'érosion. Donc il y a un programme national de reboisement des zones érodées donc dans notre pays, un programme qui a été mis en place et qui implique donc le ministère qui est le nôtre. Et là-dedans, nous avons prévu de faire des interventions dès qu'il y a un ralentissement notoire des pluies. On va tout de suite commencer à intervenir dans les zones moins touchées, donc parce qu'il s'agit là de planter. Maintenant, pour les zones qui sont suffisamment touchées, on sera obligé d'attendre les aménagements qu'on pourra faire dans le cadre peut-être des grands travaux ou même peut-être simplement de la mairie. Dans le cadre des grands travaux, les grands travaux sont grandement représentés ici par le coordonnateur technique à la délégation générale aux grands travaux. Alors, avant de répondre aux citoyens de Brazzaville, qui veut, lui, la solution, Monsieur Otoka, quelles sont des précautions à prendre et qui doit les prendre? Par rapport à la corniche ou bien oui, par rapport à notre par rapport à la corniche. Par rapport à la corniche, alors. Et même à l'ensemble des situations qui préoccupent notre pays. Très bien. Immédiatement par rapport à la corniche, ce qui s'est passé, il y a donc tous les intervenants, les acteurs, les experts, les autres acteurs, c'est-à-dire la partie chinoise et la partie française, qui devraient donc arriver à Brazzaville ce jeudi, pour qu'une expertise plus poussée soit faite ensemble. Parce que l'expertise que je venais de décrire, elle est essentiellement encore de la partie congolaise qui doit la confronter avec les autres. Donc immédiatement, l'entreprise CRBC est sur le terrain, puisque l'ouvrage n'avait qu'encore connu une réception provisoire. Nous avons fait un tour hier et nous avons constaté la présence des engins et même des experts chinois. Il faut tout de suite éviter l'aggravation de la situation. Ensuite, juste après l'expertise, nous allons reprendre les travaux avec le partenaire et je tiens à rassurer les compatriotes qu'ils retrouveront bel et bien leur promenade. Alors, concernant les érosions et les inondations Alors, concernant les érosions, on traite là les catastrophes, bien sûr les pointes. Et vous voyez bien que l'érosion de Ngamakosso, qui menace dangereusement le FI 800 qui alimente 60% de Brazzaville, on a du mal un peu à terminer les travaux à cause de la conjoncture. Je parlais tout à l'heure de l'amélioration du climat économique au Congo, annoncé par le chef de l'État. Peut-être qu'il y aura plus de ressources pour injecter dans ces travaux. Il n'y aura pas que Ngamakosso. Il y a Moumi et partout ailleurs, Pointe-Noire, dont les érosions fugent un peu de partout. Maintenant, ce qui concerne les inondations. Les inondations, notamment à Moussaka, où des efforts pourtant ont été consentis. Justement, pour mettre Moussaka hors d'eau, au début des années 2000, plus précisément en 2004, le gouvernement avait initié un programme très ambitieux de dragage de Moussaka, et le tout protégé par une digue qui devait ceinturer toute la ville. Le projet lui-même, dans sa définition technique, il fallait prendre une option, un choix.
dès le départ. Et le paramètre essentiel avait été la cote de dragage. À quelle cote il fallait remblayer le sable. La cote de 61 était bien connue. S'il fallait mettre Mosaka à la cote de 61, tout Mosaka serait arasé. Y compris l'église catholique, y compris l'hôpital que vous avez vu dans l'eau. Ça veut dire qu'il fallait tout raser Mosaka et tout refaire. Puisqu'il s'agit d'un phénomène qui se passe, généralement c'est les crues cinquantennales, plus 50 ans. Avions-nous des ressources pour raser Mosaka et refaire, y compris les habitations? Donc, si bien que la côte de Mosaka, on a tenu compte de la côte habituelle des inondations courantes, où les digues, les buttes, où chacun logeait sa maison, il fallait arriver à cette côte. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, la crue cinquantennale de 61, elle est arrivée plus que 61, ce que je n'ai jamais vu. Je suis né là, j'ai grandi là, je n'ai jamais vu Mosaka dans cet état. Et c'est une inondation qui est arrivée. Mosaka, pour la population de Mosaka, ouais. Pour les populations de Mosaka, ce n'est pas l'inondation en tant que telle qui est une fatalité. La fatalité est que la montée des eaux a dépassé les limites habituelles, avec pour conséquence les habitations, les maisons qui étaient inondées, les habitations emportées et surtout les épidémies. Et je tiens à annoncer sur cette plateforme que la rougeole a commencé à Mosaka. La population, les enfants, les petits-enfants meurent déjà de rougeole. Monsieur le citoyen de Brazzaville, monsieur Herman Olesongo Koumou tout à l'heure, en tout cas a dit son ras-le-bol. Nous avons des représentants de l'État ici. Monsieur Bemba, directeur du cabinet du ministre des Affaires foncières. Que répondez-vous à monsieur Koumou, qui pense, qui vous traite même de menteur, hein. Le peuple aujourd'hui a besoin des solutions et non des discours. Je n'ai prononcé aucun discours. Moi, je pense que ce que j'ai dit, ce sont des faits qui sont vécus par les Congolais. Pour ce qui nous concerne, la mise en œuvre de la réforme foncière, elle est pratiquement effective et elle se poursuit notamment sur certains aspects bien précis. On ne peut pas parler de mensonge lorsqu'on voit tout le monde. Vous avez déjà vu un ministre enfiler une blouse, se mettre sur le terrain avec un chapeau comme un cow-boy et dire que c'est une vue de l'esprit, c'est du concret. Mais il faut simplement dire que les mentalités doivent évoluer. Et il faut formater notre logiciel dans son ensemble. Il n'y a pas mensonge à partir du moment où on voit quelqu'un sur le terrain travailler. Je crois que ça, ce sont des choses qui relèvent de l'évidence et sur lesquelles on ne mérite pas de s'apaisantir. S'agissant des personnes, des citoyens qui sont perchés sur la montagne à structure meuble de Hippo-Manianga, eh bien, nous n'allons pas relâcher les efforts. Nous y avons déjà été. Vous avez reconnu, ils ne nous ont pas suivis, c'est une pédagogie, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas attribuer l'ensemble des calamités que nous vivons sur ce site à ces 2 ou 3 occupants. Moi, j'ai dit qu'il y a véritablement un problème de drainage des eaux. Il faut que ces problèmes-là soient réglés. Sinon, comme je le disais dans mon propos liminaire, on va chercher un bouc émissaire. Il y a quelqu'un à qui on veut faire porter le chapeau, c'est qui? En tout cas, dans tous les cas, pour ce qui me concerne, et pour le ministère que je représente, nous savons très bien qu'il y a des gens à déloger. Nous faisons si bien ce travail, nous le faisons régulièrement. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas le seul problème. Et cela ne relève même pas d'une vue de l'esprit, c'est du concret. Sinon, ça veut dire que l'émission Le Foncier que vous diffusez sur cette télévision, elle est factice. Merci, monsieur Bemba. Monsieur Pierre Tati. Merci, madame. Mais j'aimerais peut-être me tourner du côté de notre ami le citoyen de Brazzaville. Puisqu'il fait allusion peut-être à certains des mensonges qu'on aurait évoqués. C'est les démagogues. Hein, juste savoir, est-ce que monsieur Olesongo Koumou a déjà planté des arbres et combien? Juste une question. Et s'il a connaissance de ce qu'on appelle la Journée nationale de l'arbre, s'il a déjà eu à participer à une journée comme ça, et si il a connaissance aussi de la foire au plan que nous organisons depuis 3 ans, donc chaque mois de novembre, s'il est même déjà passé faire un tour, regarder quelles sont les opportunités à exploiter par rapport à cet événement. Non, on ne dit pas comme ça. Vous savez, c'est un gouvernement, il y a des choses qui sont faites et que nous voyons tous. Nous parlons de l'affaissement comment on appelait ça, de la promenade de la Corniche. Il y a eu affaissement parce qu'il y a un ouvrage là. C'est du concret, n'est-ce pas? C'est quoi le mensonge en ce moment-là?
Nous avons eu à réaliser des plantings dans ce pays. Nous avons même un établissement public qui s'occupe du reboisement. Donc nous avons le SNR, c'est le Service national de reboisement. Nous avons tout un programme qui vient comme un peu rehausser le travail fait par cette structure technique. Là, on vient de lancer un programme national de reboisement des zones sensibles. Autant d'initiatives qui montrent que les pouvoirs publics ont la volonté de régler les problèmes. Mais de grâce que les citoyens fassent aussi leur part. Les citoyens que nous sommes, je ne m'exclus pas, que nous fassions aussi notre part pour aider les pouvoirs publics à aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de mensonge, c'est de la vérité. Maintenant, là, par exemple, le programme de planting qui a été planifié ne peut pas être mis en œuvre maintenant parce qu'il y a encore des pluies. Il faut attendre qu'il y ait un ralentissement. Parce que si on commence à planter maintenant, il y a des risques d'entraînement ou que les plants soient emportés. Donc, ce que le gouvernement fait, c'est du concret. Ce n'est pas de mensonge, mais de grâce que les citoyens que nous sommes fassions aussi notre part de responsabilité. De responsabilité. Ouais. Nous allons terminer avec M. Oscar Otoka. Monsieur Oscar Otoka, votre message ne passe pas très bien au sein de la population. Je peux exprimer un peu de mots? Oui, oui, nous laissons le soin aux citoyens de Brazzaville. Je voulais simplement dire que tout à l'heure, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je comprenne à fond, que je connaisse à fond le mois de novembre, parce qu'un bon citoyen doit naturellement, finalement, connaître le mois de novembre, qui est très important pour nous, pour le reboisement. Très rapidement, je proposerai qu'on puisse créer un ministère d'urgence, tel que ça se passe ailleurs. Quand les calamités se présentent, alors, urgemment, on présente des solutions pour que nous ne souffrons plus de cette façon-là. À côté de ce ministère d'urgence, il serait mieux aussi qu'on puisse créer une taxe. Là encore, je regrette amèrement parce que les autorités municipales ne sont pas présentes. Sinon, une grande responsabilité aussi est là. On les aura à notre prochaine tribune. Donc, une taxe relative au traitement de situations sérieuses qui pouvaient se présenter. Évidemment, comme l'on dit, hein, l'État, c'est vous et nous. Alors c'est nous tous qui devrions nous mettre ensemble pour que cet État devienne fort et se développe. Monsieur Otoka. Madame, je voudrais encore revenir sur un peu ce qui a été jeté au gouvernement. Oui. Les propos plus ou moins. Surtout les grands travaux. Voilà, les propos mensongers que le gouvernement déverserait à la population. Non. Je pense qu'il faut faire la rétrospective de notre vie économique en matière même d'infrastructure. Vous voyez, jusqu'en 2007, le Congo disposait de 1200 km de routes bitumées. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Pourtant, 1200 km de routes bitumées en 50 ans. Et en 10 ans, on atteint les 3000. Ce n'est pas du mensonge. Pointe-Noire, Brazzaville, qui ont pensé un jour qu'on devait avoir une route terrestre entre Pointe-Noire et Brazzaville. Comment devrions-nous franchir le Mayombe si ce n'est pas du concret qui est là? Aujourd'hui, il fait même beau vivre à Ouisso qu'à Brazzaville. Il fait même beau vivre à Ouando, à Madingou qu'à Brazzaville. C'est du concret, ce n'est pas du mensonge. La promenade, c'est un ouvrage qui n'existait pas. C'est de la volonté du président que les choses ont été faites. Et la promenade a fait la fierté et continuera à faire la fierté de Brazzaville. Avec un pont magnifique à Obon qui a battu un record mondial. Un pont Obon courbe, c'est le plus grand au monde. Pont Obané courbe, c'est le plus grand au monde. Ex aequo avec un pont en France. Mais tout ça c'est des choses qui ont été faites, qui font la fierté de Brazzaville. Nous devrons mettre l'accent sur l'entretien, sur la surveillance de nos ouvrages. Et ça manque, oui, mais les choses ont commencé à se mettre en œuvre à travers la mise en concession de ces ouvrages. L'État construit, met en concession pour que l'exploitation soit désengagée du service public. Et ça, c'est notre faiblesse. Continuez à réfléchir. À Abidjan, le troisième pont, c'est un pont mis en concession. C'est en pleine ville. Nous pouvons aussi mettre la corniche en concession. Générer les fonds qui permettent d'entretenir cet ouvrage à Obon. Entretenir un pont à Obon, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un ouvrage spectaculaire qui fait la fierté de Brazzaville. Nous devons l'entretenir et la révision est prévue chaque 5 ans. Mais si nous n'attendons toujours que de l'État, naturellement, on ne pourra pas. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Nous pourrons perdre cet ouvrage un jour. Et on va toujours accuser les pouvoirs publics.
Merci, Monsieur Oscar Otoka. Mettre un accent sur l'entretien des ouvrages, également mettre un accent sur le citoyen qui devrait prêcher par le bon exemple. Je crois que ce sont des approches qui, demain, nous seront, en tout cas, d'un très bon remède par rapport à ces désastres que nous enregistrons dans notre pays. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à M. Oscar Otoka. Merci à M. Pierre Tati. Merci à M. Vetei Francis Bemba. Merci à M. Herman Olesongo Koumou. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Nous reviendrons, ce sera le samedi prochain, à partir de 20h30 pour une autre émission avec la même thématique, certainement avec d'autres acteurs. Merci, mesdames, messieurs, au revoir.